Très bien, les amis. Bon lundi à tous. Et laissez-moi commencer en vous disant que vous n'allez pas me croire. C'est l'un de ces épisodes où je dois vous promettre à l'avance que je dis vraiment la vérité. Vous pouvez vérifier par vous-même parce que vous allez vous demander comment est-ce possible. Et bien sûr, ça concerne Brigitte. Et cela implique aussi un autre homme avec un ensemble de compétences très particulier, je dirais, en rapport avec mon procès. Et quand je vais vous dire pourquoi cet homme est connu, vous allez littéralement tomber à la renverse. C'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ça. Je me suis dit, c'est bon, j'abandonne, c'est trop. Aussi, Dan Bongino fait l'actualité. Il est le directeur adjoint du FBI. Il a fait le buzz ce week-end après avoir publié un tweet qui laissait entendre qu'il avait vu quelque chose dans l'état profond qui l'a effrayé, et tout le monde se demande de quoi il s'agit. J'ai une idée de ce que ça pourrait être. Alors allons-y et disons tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bienvenue à nouveau sur Candace. Très rapidement, commençons par Dan Bongino, parce que beaucoup de gens se demandent où est passée sa voix pendant toute l'affaire Epstein en particulier, car à l'époque où il était podcasteur, il avait un podcast très populaire et il en faisait tout un sujet. Il disait « Il nous faut les dossiers Epstein. Il faut qu'on publie les dossiers Epstein. » Beaucoup de gens font circuler d'anciennes vidéos de lui et de Kash Patel exigeant que les dossiers soient rendus publics. Et soudain, on a droit à un revirement du genre « Oh, finalement, laissez tomber. Personne ne veut que les dossiers soient publiés. Tout le monde passe à autre chose et les gens se disent « Attends une minute, Dan Bongino. On te faisait confiance. On t'écoutait. On a écouté ton podcast pendant des années. Pourquoi tu ne t'exprimes pas? » Soudain, il est nommé directeur adjoint du FBI. Et les gens se demandent si, quand on rejoint l'état profond, on finit par faire partie de son appareil. Le cafouillage autour d'Epstein a lieu et les gens attendent, silence radio. Soudain, pendant le week-end, il a mystérieusement tweeté ceci. Il a tweeté « Pendant mon mandat ici, en tant que directeur adjoint du FBI, je vous ai répété à plusieurs reprises que des choses se passent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles, mais elles se passent. Le directeur et moi sommes déterminés à éradiquer la corruption publique et l'instrumentalisation politique, tant des forces de l'ordre que des opérations de renseignement. C'est une priorité pour nous, mais ce que j'ai découvert au cours de nos enquêtes, dûment justifiées et nécessaires sur les questions susmentionnées, m'a profondément choqué. Nous ne pouvons pas faire fonctionner une république de cette manière. Je ne serai plus jamais le même après avoir appris ce que j'ai appris. Nous allons mener ces enquêtes justes et appropriées dans les règles de l'art et conformément à la loi. Nous allons obtenir les réponses que nous méritons tous. Comme pour toute enquête, je ne peux pas prédire où elle aboutira, mais je peux vous promettre un effort honnête et digne pour atteindre la vérité. Pas ma vérité ou la vôtre, mais la vérité. Que Dieu bénisse l'Amérique et tous ceux qui la défendent. Respectueusement, Dan. Alors, qu'est-ce que Dan Bongino a appris ou vu au cours de ses enquêtes qui l'a choqué à ce point? Au point qu'il en vienne à dire « Je ne serai plus jamais le même ». Mon équipe et moi en avons débattu, vous savez, en envisageant différentes pistes. Ils pensent que cela pourrait être lié à ces enquêtes sur la supercherie de la collusion russe. Il y a certains indices en ce sens. Il a retweeté un article concernant la supercherie de la collusion russe. Peu de temps après, un rapport des renseignements de 2016 évoquait la préférence du Kremlin pour le Parti républicain plutôt que pour les démocrates. Et maintenant, on dit que, ce n'est pas la vérité. Mais est-ce que cela va vraiment le bouleverser à ce point? Si tu découvres que l'État profond a menti à propos de la collusion russe, ce que nous savons déjà, est-ce que cela suffit pour te dire « Je ne serai plus jamais le même après avoir appris ça ». Non, on sait qu'ils mentent. On sait qu'ils ont menti à propos de l'ordinateur portable de Hunter Biden, non? Un tas d'entre eux ont signé en disant « C'est totalement la Russie ». C'est la faute de la Russie. C'est toujours la faute de la Russie. Oui, on a compris. Si tout le reste échoue, accusez la Russie. J'espère juste qu'il va sortir et dire « Hé, le monde est dirigé par des déviants sexuels. Ils sont dans notre gouvernement, dans ce gouvernement, dans tous les gouvernements, il y en a partout. » Parce que c'est ce qui a le plus de sens pour moi, surtout dans le contexte de tout ce qu'on apprend sur Epstein et ce gigantesque étouffement d'affaires. Ghislaine Maxwell. Que se passe-t-il en France? Brigitte Macron, Emmanuel Sue et Candace Owens.
parce qu'elle est sur le point de découvrir exactement quoi. Peut-être que tout est en réalité lié. Epstein, Brigitte, Ghislaine. Soudain, le monde entier semble avoir pris conscience de ce fait. Et la situation atteint un point critique, ce qui m'amène à vous raconter une histoire vraiment incroyable. De toute évidence, nous sommes devenus un phénomène viral mondial. Tout le monde regarde la série Becoming Bridget, de chez nous jusqu'à Tokyo et partout ailleurs, en essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'a donc dit cette femme dans le Tennessee pour que le président en exercice de la France la poursuive en justice jusqu'aux États-Unis? Que se passe-t-il ici? Eh bien, en France, évidemment, Brigitte s'active sur le terrain, ou envoie plutôt des gens s'activer pour essayer de justifier pourquoi ils font tout cela, n'est-ce pas? La presse française est manifestement terrifiée à l'idée d'aborder ce sujet autrement qu'en le qualifiant de complot. Et Brigitte a demandé à quelqu'un de proche du cabinet, un homme nommé Éric Dupond-Moretti, de s'exprimer en son nom à propos de cette affaire. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire d'État, n'est-ce pas? Cela pourrait potentiellement mettre la République française à genoux. Et c'est ce qu'il communique dans cette interview. Il s'assoit avec le journaliste et c'est comme « Pourquoi porter plainte contre ce podcast aux États-Unis ?» Eh bien, sachez qu'il va préciser qu'il s'agit d'une affaire d'État. Et il avance une logique complètement insensée pour expliquer pourquoi c'est une affaire d'État. Je ne vais pas lire l'intégralité de ces échanges. Vous pouvez le trouver sur l'ex de Xavier Poussard, mais je vais vous en lire un extrait parce que c'est assez drôle, en fait. Voici sa théorie. Il est assis avec Sophie Nomeyer et elle lui dit « Vous faites le lien avec Candace Owens, qui est elle-même connue pour être une blogueuse d'extrême droite. » Éric répond « La réalité, c'est que l'homme nommé Poussard va exporter ces rumeurs de l'autre côté de l'Atlantique et c'est Candace Owens qui va les recueillir. Et non seulement elle les rassemblera, mais avec une puissance de feu inimaginable, elle les répandra. » Sophie demande « 7 millions d'abonnés ?» Éric répond « 7 millions d'abonnés. » Et ce que l'on constate, et c'est probablement une coïncidence, c'est qu'avant tout, elle soutient Marine Le Pen contre le président de la République. Elle a dit « Je ne comprends pas pourquoi les Français n'ont pas élu Marine Le Pen. » Peu importe. Mais surtout, elle est proche de Marion Maréchal. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Marion Maréchal est Marine Le Pen. C'est sa nièce. Donc Marine Le Pen est la personne contre laquelle Emmanuel Macron s'est présenté à la présidentielle. Et il a raison. Je pense qu'à l'époque, quand cela s'est passé, lorsqu'il se présentait, j'avais dit que les Français devraient élire la conservatrice parce que je suis conservateur. Bref, il dit maintenant « Oh, sa nièce Marion Maréchal Candace la connaît. » Et donc Sophie lui demande « Comment le savons-nous? » Et Éric répond « Parce que Marion Maréchal, en réalité, va faire intervenir Candace lors d'une convention de droite qu'elle a organisée en septembre 2019. Le compte de Marion Maréchal, pardonnez-moi, fait partie des 98 comptes suivis par Owens. Maréchal a invité ses abonnés à suivre Owens. Et ensuite, elles font ensemble le pèlerinage de Chartres après la conversion d'Owens au catholicisme. Sophie ne le suit pas. Il dit « D'accord, je ne comprends pas. Tu es en train de dire que Candace a parlé lors d'une convention quelconque à Paris. Mario et Michel étaient là. Ils se suivent mutuellement sur les réseaux sociaux. Et Candace s'est convertie au catholicisme. Quel est le rapport avec tout ça? Et maintenant, il mentionne le pèlerinage de Chartres, c'est-à-dire « j'ai fait ce pèlerinage catholique ». Est-ce que c'est vrai en France? C'est là qu'il explique. Elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire, Éric ?» Éric répond « Je veux dire qu'ils se connaissent très bien. Je veux dire qu'ils se voient, qu'ils sont proches l'un de l'autre. Et je crois, vous voyez, madame, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme l'a dit Paul Elliott, il n'y a que des rencontres. » D'accord. Donc, il continue à expliquer comment, à travers le pèlerinage de Chartres, d'une certaine manière, parce que Marianne Michel était apparemment aussi sur ce pèlerinage. Je ne lui ai pas parlé. Je ne lui ai pas adressé la parole. C'est comme 26 000 personnes qui défilent. Et apparemment, elle le fait chaque année. Je l'ai fait une fois après ma conversion au catholicisme. Et je ne l'avais ni vue, ni contactée, ni entendu parler d'elle depuis 2019 quand je l'ai rencontrée à cet événement. Mais il relie les points en affirmant que la Russie serait d'une certaine manière impliquée dans le financement de la fin de la République française à travers le pèlerinage catholique de Chartres parce qu'ils veulent faire tomber Emmanuel Macron, installer Marine Le Pen et mettre fin à la République. Oui, c'est complètement délirant.
OK, mais ce qui est encore plus délirant, c'est qui est cette personne elle-même. OK, qui est Éric Dupond-Moretti lui-même? Parce que vous devez comprendre, ce n'est pas anodin, d'accord? Il affirme publiquement qu'il travaille avec les États-Unis, des avocats qui me poursuivent en justice pour aider cette enquête, et ce n'est pas un avocat ordinaire, d'accord? Éric Dupond-Moretti, cela montre que Brigitte fait appel au gros calibre. Il est l'ancien ministre de la Justice de la France, d'accord? Considérez cela comme l'équivalent du procureur général en France, choisi personnellement par Brigitte elle-même. Et quand elle l'a choisi, cela a provoqué un tollé dans toute la France. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, Éric possède des compétences uniques. En d'autres termes, les affaires qu'Éric prend en charge en tant qu'avocat, celles dans lesquelles il a tendance à intervenir, ont un point commun. Je vais vous parler brièvement de quelques-unes de ces affaires. Vous pouvez faire vos propres recherches sur lui. Je ne cherche pas à orienter votre opinion ici. C'est fou. La première affaire est connue sous le nom d'affaire Manache. D'accord, l'affaire Manache. Elle concerne un homme. Il s'appelle ou s'appelait Denis Manache. Il rencontre une jeune femme alors qu'il est lui-même jeune, adolescent. Elle s'appelle Lawrence. Ils décident de se marier et de commencer une vie ensemble. Ils commencent tout de suite à avoir des enfants, d'accord? Maintenant, Denis Manache est un ingénieur très talentueux. Il gravit les échelons dans une entreprise automobile et devient cadre supérieur. Lui et Lawrence ont 5 enfants et je vais vous faciliter la tâche en préparant un tableau pour que vous puissiez suivre l'histoire. Ils ont 3 filles. Virginie, c'est l'aînée. Elle est née en 1981. Ensuite, ils ont Betty et une fille prénommée Samantha. Ils ont aussi 2 garçons. Ils s'appellent Tony et Dimitri. Vous pouvez continuer comme ça. Skylar, pendant que je continue à parler, fais-le pour qu'il puisse suivre. D'accord, donc Lawrence, sa femme, apparemment, elle adore dépenser de l'argent, d'accord? Et Denis est heureux de la laisser dépenser de l'argent tant qu'ils trouvent un terrain d'entente ensemble. Et cet accord, c'est qu'elle peut dépenser, il ne posera pas de questions tant qu'elle détourne le regard pendant qu'ils violent leur fille. Je ne plaisante pas, d'accord? Attention, certaines images peuvent choquer, d'accord? Attention, certains propos peuvent choquer. C'est l'accord auquel ils sont parvenus. Et donc, ils commencent à faire cela sérieusement à Betty alors qu'elle n'a que 8 ans. Virginie en est témoin. Elles vont toutes les deux voir leur mère et leur mère ignore simplement la situation parce que c'est l'accord. Betty, d'accord, c'est la sœur cadette, tombe enceinte de son père à 3 reprises entre 13 et 18 ans. Et à chaque fois, ils l'emmènent dans un hôpital différent parce que, vous voyez, elle doit se faire avorter, mais ils veulent aussi éviter tout soupçon. Ils veulent que l'hôpital pense qu'elle est juste, vous savez, une fille qui couche beaucoup, une adolescente qui a de nombreuses relations. Ils vont dans 3 hôpitaux différents. Inutile de préciser que ce n'est pas seulement de la violence physique. Le père est également psychologiquement violent. Il décide de traiter Betty, celle qui a été enceinte 3 fois, comme la prostituée de la famille. Il a un préféré. Virginie est sa préférée. Il l'appelle la duchesse. Mais Betty, il ne la supporte pas. Il la traite de grosse. Il la traite de laide. Il la menace, elle et sa mère, à plusieurs reprises. Il y a eu, par exemple, cet incident où il a trouvé un mégot de cigarette, juste pour vous donner une idée de qui il est. Il trouve un mégot de cigarette par terre, là où ils vivent, et il dit « Lequel d'entre vous fume ?» Alors il les emmène dans les bois et leur pointe un fusil au visage. Betty est la mère, c'est-à-dire pas la duchesse Virginie. Aussi, si vous vous demandez où sont les fils dans cette histoire, en fait, il les fait vivre dans une cabane sur la propriété, complètement à part. Ils n'ont pas le droit d'être dans la maison principale et il fait cela pour 2 raisons. La première, c'est qu'il veut garder les fils dans l'ignorance concernant les viols répétés des filles, mais aussi parce qu'il est très jaloux. Il ne veut aucune concurrence masculine dans la maison où il vit avec sa femme et ses filles. Donc, il garde simplement les fils à l'écart, dans la cabane en bas. Bref, avançons jusqu'à l'année 2000. Betty, la sœur cadette, a 16 ans. Virginie a maintenant 21 ans. Et Denise décide de faire de Virginie, sa fille, la femme principale de la maison. Donc sa femme, Lawrence, remettons ce schéma à l'écran. Sa femme, Lawrence, est maintenant reléguée, en quelque sorte. Il la traite un peu comme si elle était peut-être une fille, avec Samantha. Mais Virginie, il l'emmène partout avec lui. Bien sûr, ils ne sont pas officiellement mariés sur le papier.
Mais c'est elle, la femme de la maison? Il l'emmène travailler avec lui tous les jours au garage automobile. Elle est aussi particulièrement douée en mécanique et en ingénierie. Et environ 1 an plus tard, Virginie, sa fille, tombe enceinte de lui. Et comme c'est sa préférée, il la laisse garder l'enfant. Donc, si vous suivez, Virginie, sa fille, est sur le point de donner naissance à son fils. Donc, il est à la fois le grand-père et le père de Nicolas, que vous voyez ici en bas sur ce schéma. Elle donne naissance à un garçon nommé Nicolas en 2002. Ça va devenir encore plus fou. Betty, la sœur cadette, atteint alors ses 18 ans et elle avait déjà essayé de s'enfuir plusieurs fois quand elle était plus jeune. Vous savez, c'est la sœur qui l'humilie. Mais à 18 ans, elle parvient à s'échapper et elle donne l'alerte publiquement. Elle porte plainte auprès de la police. Elle déclare « Mon père m'a violée à plusieurs reprises, ainsi que ma sœur depuis que j'ai 8 ans. Nous avons souffert. À cause de lui. » Et ce qui la pousse à se tourner vers la police, c'est qu'elle craignait que sa sœur, la plus jeune Samantha, qui à ce moment-là n'a que 4 ans, subisse le même sort. Alors, elle trouve le courage de dénoncer cela. Elle dit à la police que sa mère, d'ailleurs, Lawrence, est complice et que parfois sa mère planifiait ces choses et y participait. Je veux dire, c'est vraiment horrible, des choses répugnantes. Bref, il suffit de dire que Dennis et Lawrence, la mère et le père, sont bien sûr arrêtés et emprisonnés jusqu'en 2004 lorsque leurs avocats parviennent à obtenir leur libération, jusqu'après le procès et la condamnation. Et devinez qui rejoint son équipe juridique? Eh bien, Éric Dupond-Moretti, le type qui pense que je collabore avec la Russie et que je reçois des instructions pendant que je suis en pèlerinage. Maintenant, Dennis est son client. Le père est son client. Dennis est un peu un psychopathe, on peut l'imaginer, malgré sa libération et le fait qu'on lui ait donné l'instruction de rester loin de sa fille. Il enfreint cette règle parce qu'il veut simplement être près de Virginie. Il est un peu obsédé par Virginie et il recommence immédiatement à vouloir contrôler la famille. Maintenant, si tu es Éric, ce n'est pas bon pour les avocats, à moins de trouver quelque chose, une façon de réinventer ce qui se passe dans cette famille, n'est-ce pas? Et Éric Dupond-Moretti est prêt à relever le défi. Lui et un autre avocat avec qui il travaille, Hubert Delarue, commencent à présenter tout ce qui se passe comme une histoire de, tenez-vous bien, d'inceste heureux. Oui, d'ailleurs, ce type Éric est connu en France comme un ogre, l'ogre de France. À cause de cela, il présente la situation comme de l'inceste heureux. Il explique à la fille qu'ils doivent soutenir cette idée, n'est-ce pas? Nous allons faire croire aux tribunaux que vous êtes une famille heureuse et incestueuse. Tout cela est consenti. Finalement, les parents sont condamnés à 8 ans de prison pour leurs crimes, mais Éric Dupond se bat pour que leur peine soit réduite en cour d'appel. Il y parvient en faisant revenir Betty, la sœur, sur ses accusations. Soudainement, elle explique à la cour d'appel qu'elle était simplement jalouse de sa sœur, Virginie. Elle se rétracte sur sa précédente déclaration selon laquelle son père l'aurait violée et affirme à la place que son père et sa sœur, Virginie, entretenaient une relation incestueuse consentie. Je devrais aussi préciser que tout cela se passe à Amiens. Oui, désolé les gars. Amiens, oui, là où Macron est né et a grandi et où Brigitte Macron est née et a grandi. C'est la cour d'appel qui tient ce procès qu'Éric Dupond essaie de convaincre au sujet de cet inceste heureux de toute façon. Et il regarde cette cour et il leur explique. Il explique à la cour qu'il s'agit en réalité d'un cas d'amour extraordinaire. Un amour extraordinaire. Je me demande si cela fera partie des tactiques utilisées lorsque Brigitte et Emmanuel viendront ici pour leur affaire. Un amour extraordinaire. C'est ce qu'ils m'ont dit. Nous avons appris, en fait, qu'ils étaient un cas extraordinaire. C'était une enseignante et l'élève, et c'était tellement convaincant et extraordinaire. Bref, je ne vais pas me perdre ici. Ça marche. La peine est alors réduite. Ainsi, lors du procès en appel à Amiens, la peine a été réduite à seulement 5 ans de prison, dont 3 étaient déjà, qui ont été avec sursis. Denis Menache a bénéficié de ce sursis. Sa femme écope d'1 année de plus que lui, ce qui est un peu fou, mais c'est parce que Éric Dupond-Moretti a aussi développé l'idée que c'est vraiment la femme qu'on devrait blâmer parce que c'est elle qui voulait que cette relation ait lieu. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi Betty a changé sa version des faits, c'est parce que Virginie, sa sœur, l'a supplié de le faire, et sa sœur l'a supplié parce que c'était la seule façon pour elle de récupérer la garde de son fils.
Oui, pendant tout ce temps, ils ont pris Nicolas, le fils. Et Eric et les avocats disent « Eh bien, je veux revoir ton fils. » Virginie va voir Betty. Et Betty répond « S'il vous plaît. » Je veux dire, elle me dit « S'il te plaît, Betty, change ton témoignage. Je veux juste mon fils. J'aime mon fils. » Betty accepte donc de le faire. Elle acquiesce. Cela se fera plus tard selon son propre témoignage. Des années plus tard, Betty écrit un livre intitulé « Ce n'était pas de l'amour », où elle raconte en détail comment Éric Dupont était un démon d'un genre particulier. Je paraphrase ici. Mais en gros, oui, c'est lui qui a contribué à façonner ce récit d'inceste consenti. C'était lui. Et elle est indignée par le fait qu'il va maintenant devenir ministre de la Justice en France. Maintenant, si vous vous demandez ce qui arrive ensuite à Virginie A, il s'avère qu'Éric s'était peut-être trompé. L'inceste n'était en fait pas si heureux que ça. L'histoire se termine de façon assez tragique, après avoir été autorisé à retourner auprès de Virginie A grâce aux amiens, les cordons de Pelletier. Denis est sous surveillance judiciaire et Virginie rapporte qu'elle a peur, qu'elle est terrifiée par son père, craignant qu'il ait en lui la capacité de la tuer. Avançons jusqu'en septembre 2014 et Virginie trouve le courage de quitter son père avec son fils, Nicolas. Elle s'échappe et Nicolas est sa motivation. Il est plus âgé maintenant. Elle fait cela grâce à une organisation privée qui aide les personnes démunies à planifier leur fuite. Par la suite, son employeur, quelqu'un avec qui elle travaille au garage, décide de l'aider. Il s'appelle Frédéric Piard, c'est un homme très gentil et accueillant et il héberge elle et son fils chez lui. Denis, pendant tout ce temps, traque Virginie, n'est-ce pas, parce qu'il l'aime. Il aime sa fille, si c'est bien ce qu'on appelle de l'amour. Et le 7 octobre 2014, après l'avoir suivi jusqu'au garage de Frédéric, il commence par abattre Frédéric, puis il tire sur sa fille, Virginie A, et la tue. Ensuite, il retourne l'arme contre lui-même. Frédéric Piard meurt, évidemment. Denis Monaché survit miraculeusement. C'est une tentative de suicide ratée. Mais il reste alors handicapé. Des années plus tard, il comparaît lors du nouveau procès, cette fois pour un double meurtre. Il est en fauteuil roulant. Il s'exprime à l'aide d'un clavier. Franchement, c'est ce qu'on appelle un heureux inceste. Mais il faut quand même imaginer la surprise de Betty lorsqu'elle apprend, des années plus tard, que cet avocat, qu'elle pensait être le véritable cerveau derrière toute cette histoire d'heureux inceste à Amiens, a été choisi par un couple d'Amiens, rien de moins, pour devenir le ministre de la Justice de toute la France. Et non seulement cela, mais pendant qu'il est ministre de la Justice en France, de la même manière, Emmanuel Macron. Vous vous souvenez quand Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à Patrick Buis, la personne qui a travaillé sur le visage de Brigitte? Eh bien, il remet aussi une Légion d'honneur à, et nous avons une photo ici, Hubert Delarue. Voilà le ministre de la France en train de la lui attacher, de la lui remettre, l'avocat qui a travaillé aux côtés de Moretti pour inventer l'inceste heureux. Lui aussi en reçoit une. Tout le monde reçoit la Légion d'honneur. Tout le monde reçoit la Légion d'honneur pour avoir fait de bonnes choses pour, je suppose, les objectifs des Macron. Maintenant, encore une fois, si vous êtes une personne, vous pourriez penser « Oh, la liste pourrait n'être qu'une seule affaire. C'est ce que les avocats de la défense sont censés faire. » Non, vous êtes complètement à côté de la plaque. OK, ce n'est jamais ça quand il s'agit d'Emmanuel et Brigitte. C'est toujours un schéma qui se dessine. Et c'est certain qu'Éric a un ensemble de compétences très particulier. Il s'intéresse à un ensemble de circonstances très particuliers. Inceste, pédophilie. Et je vais vous raconter une autre histoire folle. On revient juste après que j'ai mentionné nos sponsors. Notre premier sponsor est Dose. Les matins chez moi sont fous. J'ai 4 enfants, beaucoup à faire. D'une façon ou d'une autre, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. C'est pour ça que j'aime commencer ma journée avec Dose. Dose, c'est un shot bien-être tout en un qui aide à soutenir la santé intestinale, l'immunité, l'énergie et ce qui compte quand on n'a pas le temps de ralentir. Et soyons honnêtes, quand on a une grande famille, ralentir n'est pas une option. Ça me prend 5 secondes le matin et je ressens la différence toute la journée. Dose pour votre foie est formulée pour nettoyer le foie, faciliter la digestion et maintenir le filtre du corps.
Les résultats cliniques de Dose ont montré une diminution des niveaux d'enzymes hépatiques de 50% chez la plupart de leurs participants. Un shot de Dose pour votre foie équivaut à 17 shots de jus de curcuma. Dose est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre et vegan. Restez fidèle à Dose et vous ressentirez des bienfaits incroyables avec le temps. Plus d'énergie, une meilleure digestion, moins de ballonnement, une fonction hépatique plus saine, une réduction du brouillard cérébral, un meilleur sommeil. En ce moment, vous pouvez économiser 30% sur votre premier mois d'abonnement en allant sur dosedaily.com/Candice ou en entrant le code Candice lors du paiement. Désolé, c'est dosedaily.co. Encore une fois, c'est dosedaily.co/Candice ou en utilisant le code Candice pour bénéficier de 30% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Je vous rappelle aussi à propos de 7 Weeks Coffee. Je bois du 7 Weeks Coffee, la société de café Pro-Vie d'Amérique. Leur mission est de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse à la fois. Ils ont atteint une étape incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement Pro-Vie. Maintenant, vous savez pourquoi il s'appelle 7 Weeks Coffee. À 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est aussi le moment où l'on peut détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États en fournissant des échographies qui sauvent des vies, des ressources pour les mamans dans le besoin et de l'espoir pour les familles. Et tout a commencé avec une simple idée. Pourquoi ne pas utiliser votre café du matin pour défendre la vie? 7 Weeks Coffee, un café d'exception. Sans moisissures, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide et bio. Il coche toutes les cases. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com. Vous économiserez 15% à vie en vous abonnant et vous recevrez également un cadeau gratuit. De plus, pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice au paiement, vous aurez 10% de réduction supplémentaire, soit une économie totale de 25% sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande soutient directement un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Alors rendez-vous dès aujourd'hui sur 7weekscoffee.com. Utilisez le code promo Candice lors du paiement. D'accord. Au fait, ce qui est vraiment drôle avec le début de cet épisode, c'est que quelqu'un dans le chat, sûrement un des sbires de Brigitte, un des dragons de Brigitte, a dit « Tu vas parler de l'affaire Outreau ». En fait, je n'étais même pas encore arrivée à cette affaire parce qu'il y en avait tellement parmi lesquels choisir. Mais maintenant, nous allons parler de l'affaire Outreau. Ils disent « Non, tu ne peux pas. Peu importe quels avocats défendent. » Oh, mais c'est intéressant aussi, n'est-ce pas? Tout cela est tellement intéressant. Je dois vous dire, l'une des choses qui me frappe vraiment dans l'affaire Monachey, et vous pouvez aller vérifier par vous-même, l'affaire Denis Monachey, ce sont les lieux familiers. Amiens, le lieu de naissance des Macron, Brigitte et Emmanuel. Ensuite, il y a le Pas-de-Calais où ils déménagent, qui se trouve à environ 1 heure de là. Maintenant, si le Pas-de-Calais vous semble familier, c'est parce que, vous savez, c'est parce que c'est là qu'Emmanuel Macron, si l'on regarde sa biographie, a failli se présenter à une élection politique. C'est là qu'il commence sa carrière. Mais c'est aussi là que Brigitte commence sa carrière comme attachée de presse à la Chambre de commerce avant de décider radicalement de devenir enseignante. Ensuite, elle enseigne à Emmanuel. Tout cela est très compliqué. Ils se retrouvent tout le temps au même endroit. Eh bien, il y a eu une autre affaire qui s'est déroulée dans le Pas-de-Calais. Et je pense que pour celle-ci, on va simplement ouvrir la page Wikipédia. Sans trop entrer dans les détails, oui, l'affaire d'Outreau fait référence à une affaire criminelle de pédophilie qui a eu lieu entre 1997 et 2000 à Outreau. Et encore une fois, c'est dans le Pas-de-Calais. Et il est indiqué ici qu'il s'agissait d'une longue enquête qui a révélé un vaste réseau pédophile. Environ 40 adultes ont été accusés et près de 50 enfants étaient potentiellement victimes. Ce n'était pas une affaire de pédophilie ordinaire car il s'agissait aussi d'inceste. Et il est précisé que le procès a eu lieu au début des années 2000. En 2004, un procès criminel a eu lieu dans le Pas-de-Calais où 12 enfants ont été reconnus comme victimes de viol, d'agressions sexuelles, de corruption de mineurs et de proxénétisme. 10 des 17 adultes accusés ont alors été condamnés à des peines de prison. Mais il y a ensuite eu ce procès en appel, au cours duquel 6 des 10 adultes accusés ont été acquittés. D'accord, 4 d'entre eux. N'ayant même pas fait appel, il est précisé pour n'avoir même pas fait appel, et pourtant ils ont été acquittés. Qui aurait pu faire ça? Les gars, c'est encore Eric, ce type-là. Oh là là, Eric, encore Eric.
Non seulement il a fait acquitter certains de ces adultes, mais en plus il a fait le plus de presse. Il a essayé de faire des documentaires pour donner l'impression que, oh, ils étaient tous, vous savez, oui, certains parents étaient coupables d'avoir fait ces choses à leurs enfants. Mais, vous savez, les autres ont vraiment juste été entraînés dans tout ça. Si tu descends, au fait, Skylar, jusqu'à cette section de Wikipédia, va au point de vue de la victime enfant. Parce que je veux lire ça. Quand tu arrives là-bas, c'est comme, je sais que c'est assez long. Il se passe beaucoup de choses. C'est parti. Le point de vue de la victime enfant ici. Il est écrit qu'avec la sortie en 2023 d'une série télévisée sur l'affaire sur France 2, l'une des victimes, un enfant de la famille principale impliqué dans l'affaire nommé Jonathan DeLay, a appelé au boycott. Il a affirmé que la série constituait une manipulation médiatique en présentant les adultes comme étant les premières victimes de cette affaire. La série ne montre pas que certains enfants, dont Jonathan DeLay, restent convaincus que certains des acquittés étaient en réalité coupables. On pouvait également lire que lors de l'audience, le comportement d'Éric Dupond-Moretti, avocat des acquittés d'Outreau et plus tard ministre de la Justice français, est aussi remis en question. Selon une rumeur qui a refait surface lors de la série diffusée sur France 2, il aurait terrorisé une fillette de 7 ans qui, de peur, se serait urinée dessus. Maintenant, je vais vous dire que son nom vous est familier parce qu'il apparaît aussi dans Devenir Brigitte, le livre écrit par Xavier Poussard. Et il raconte l'affaire concernant ce qu'Éric Dupond-Moretti a fait alors que nous parlons de cette orbite qui gravite simplement autour des McCrone. Et en fait, Éric Dupond-Moretti a été violemment dénoncé par des psychiatres pour sa méthode. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rassemblé tous ces adultes, ils étaient coupables, puis il est allé interroger les enfants, n'est-ce pas? Et oui, un expert psychiatre nommé Gérard Lopez, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, a déclaré ceci. Il a dit, je cite, « Vous savez que M. Dupond-Moretti a interrogé un enfant de 7 ans à Saint-Omer pendant 6 heures. Il a interrogé un enfant de 7 ans pendant 6 heures et il a jugé le témoignage de cet enfant incohérent. C'est cela qui a changé le procès d'Outreau. Rappelez-vous qu'il s'agissait d'une affaire dans laquelle tous les enfants étaient reconnus comme victimes. Tous, 12 sur 12. Donc, vous voyez, un type comme Dupond-Moretti ne devrait pas être toléré. Je suis un expert et il ne me fait pas peur. Je suis expert auprès des tribunaux depuis 30 ans. Mais imaginez un enfant, imaginez le petit Delay qui a vécu des horreurs avec cet ours, Éric Moretti, qui lui crie dessus pendant que le président ne dit absolument rien. Fin de citation. Oui, comme je l'ai dit, vous pouvez passer en revue toutes les affaires sur lesquelles il décide d'intervenir, les arguments qu'il avance, la manière dont il les présente, comment il obtient ses réductions de peine et fait acquitter des gens. Maintenant, au cas où vous vous diriez « Candace, c'est un peu bizarre », genre, tu sais, il s'agit de pédophilie, d'inceste. Eh bien, au moins, on peut dire à propos d'Éric Moretti qu'aucune de ces affaires n'implique le transgenrisme. Je plaisante. Bien sûr qu'il y a des affaires qui impliquent le transgenrisme. En ce moment même, il y en a une en cours, vous pouvez vérifier par vous-même. Ça concerne ce gamin coréen, Joachim Son-Forget. Joachim Son-Forget. Eh bien, c'est son ancien nom. Maintenant, elle s'appelle Ava Forget. Pour faire court, je ne vais pas entrer dans les détails ici. C'est un garçon coréen adopté par un Français nommé Bernard Forget et son père adoptif est actuellement accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Alors, pourquoi est-ce pertinent? Parce que Joachim, quand il était encore Joachim, travaillait avec Macron. Il a des photos avec Alexandre Benalla. Il était considéré, je suppose que dans le contexte américain, on appellerait ça un trained under-trained. Ce gamin coréen génial. Il était très impliqué dans la campagne, avait un immense avenir politique devant lui. Eh bien, maintenant, il s'appelle Ava. Et ce ne sont que des allégations. Nous n'allons pas trop entrer dans les détails, mais il dénonce Éric Dupond-Moretti. Il dénonce un réseau de personnes qui, selon lui, sont au courant de certains éléments importants, savent ce qui se passe en France. Alors, que devons-nous penser de tout cela? Que devons-nous penser du fait qu'il semble tout simplement impossible pour les Macron de trouver quelqu'un pour les représenter, les entourer, les financer pour accéder au pouvoir, sans que cette personne n'ait une histoire ou ne défende une histoire
ou une personne impliquant ces thèmes. J'ai l'impression qu'ils se moquent de nous. J'ai l'impression que ça les excite, d'une certaine façon. C'est comme un sport d'exhibitionniste pour eux. C'est comme s'ils voulaient se faire prendre. Ils veulent juste voir jusqu'où ils peuvent repousser les limites. Pourquoi alors nommer ce type ministre de la Justice? Y a-t-il vraiment personne d'autre de disponible en France? Et oui, les gens se sont révoltés à cause de son passé ici. Mais maintenant, vous l'impliquez à nouveau dans cette affaire en Amérique. Et vous avez ce culot. Vous avez ce culot de l'inclure dans votre dossier contre moi. Comment ose-t-elle insinuer que notre réseau, le syndicat, quel est le terme exact? Oh! Owen a soutenu ces allégations de violence et de criminalité en affirmant que les Macron sont entourés de criminels, de pédophiles, d'un syndicat extraordinaire. Oui, je dirais que les gens qui t'entourent sont vraiment extraordinaires. Tu n'es même pas capable de choisir une moquette. Cette personne qui a conçu les moquettes s'est retrouvée impliquée dans un scandale de pédophilie. Oh, je ne savais pas. Oh, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne savais tout simplement pas. Je n'en avais aucune idée. Juste tout le monde autour de nous, ce n'est pas nous. Je ne sais pas. Tout le monde autour de nous est impliqué dans ces histoires. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Ouais. Enfin, oui, bien sûr. Il avait 14 ans. Maintenant, on dit 15. Quand j'étais dans le droit juste pour le principe du procès, quand vous avez commencé, vous disiez 17. Puis c'est descendu à 16. Maintenant, on est à 15. Je pense qu'avec ce procès, on va arriver à 14 parce que c'est la vérité. Oui, bien sûr. Bien sûr, Candace. Ouais, peu importe. Il était sur scène. Il était tellement beau. Ce garçon était tellement intelligent. Oui, je suis tombée amoureuse de ce garçon qui avait 14 ans et c'est bizarre. Peu importe. Mais non, moi? Non. Je n'ai rien d'étrange. Ma perruque n'a rien d'étrange. C'est ce qu'ils font en ce moment. Et ça ressemble tout simplement à une forme d'exposition. C'est inquiétant. Et ça doit être comme si tu aimais être au centre de l'attention. Je me posais cette question. Je me disais, d'accord, tu t'en tires, n'est-ce pas? Vous êtes enseignant et vous draguez votre élève. Tu es tellement répugnant que ses parents l'ont fait déménager. Tu l'avoues dans un procès. Pourquoi l'avouer dans un procès, n'est-ce pas? Tu t'en sors. Tu épouses ce gamin qui devient adulte et tu l'épouses lors d'une cérémonie bizarre. On n'a même pas encore parlé de ça. Il faudra qu'on aborde ça dans notre 2e saison, dans la suite de cette série. Pourquoi alors aspirer à devenir la première dame? Genre, c'est quoi ça? C'est ce que je veux dire quand je dis qu'il y a quelque chose là-dedans qui doit être viscéral pour eux. Parce que si tu t'en es sorti, tu ne voudrais pas juste disparaître et te dire « Ouais, j'ai eu mon élève ». Non, eux, c'est « Non, il faut que je devienne la première dame. Et il faut qu'on m'adore. Et maintenant, il faut que je porte plainte. Il faut que je sois tellement drôle en portant plainte qu'on a Éric Dupond-Moretti qui fait le tour en disant « C'est ridicule », alors qu'il a littéralement été impliqué dans des affaires où la question ne se posait même pas. C'est comme, tu sais, là, c'était vraiment de la pédophilie. Ça s'est vraiment passé, sans aucun doute. Et c'est dans la même région où Macron et Brigitte ont grandi et commencé leur carrière, mais il n'y a rien à voir ici. Candace est dérangée, déséquilibrée. Non, il n'y a rien à voir ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'on tire sur un fil et que beaucoup de choses vont bientôt être révélées. Et peut-être que Macron le veut, peut-être qu'Emmanuel Macron veut que ce soit révélé. Peut-être il y a quelque chose de masochiste là-dedans pour lui. Et il veut que ce soit révélé. Il veut que les gens sachent. C'est comme s'il disait « je ne sais pas ». Mais on va en parler, évidemment, parce que je suis absolument ravie de ce procès. Et je veux dire ceci à Claire Locke, Tom Claire qui fait le tour des plateaux sur CNN. Est-ce que l'argent en vaut la peine? Je dois poser cette question. Je pense que c'est légitime de poser cette question. Personnellement, je regarde tout le monde de travers en France qui est impliqué avec ce couple. Je ne regarde pas Tom Claire de travers. Je sais ce que c'est. Tu es américain. C'est une question d'argent pour toi, non? Tu gagnes beaucoup d'argent. Mais à un certain niveau, est-ce que ça en vaut la peine? Tu vois, si j'étais avocate, il y aurait forcément des affaires dans lesquelles je refuserais de m'impliquer. Quand on regarde l'histoire, tu as vu chaque minute de cette série, tu sais combien de personnes, par hasard, se retrouvent mêlées à des scandales de pédophilie autour des Macron. Tu sais aussi quel âge avait Macron, malgré ce qu'elle dit. Est-ce que ça vaut la peine, Claire et Locke, que ce soit votre héritage pour un peu d'argent, parce que ce sera votre héritage? On voit les choses en grand, n'est-ce pas?
Je ne reviendrai pas sur cette décision. Vous savez que je ne vais pas reculer. Comment regardez-vous vos enfants le soir? Que protégez-vous? Contre quoi vous battez-vous? J'aimerais simplement que les gens n'aient pas cet attachement à l'argent, et je suppose que c'est parce que je ne le fais pas. Je préférerais littéralement mourir plutôt que de défendre un réseau comme celui-ci. Je préférerais mourir plutôt que de répondre au téléphone, comme Eric l'a suggéré. Il a dit qu'il travaille avec l'équipe juridique aux États-Unis. Il aide leur enquête. Je préférerais mourir plutôt que de prendre un appel d'Eric, personnellement. Nous ne travaillons ensemble sur rien du tout, espèce de petit bizarre. Comme je l'ai dit, allez voir sa page Wikipédia, allez regarder toutes les affaires dans lesquelles il s'implique. Qui est ce type? Qui est ce type? Et pourquoi Brigitte le choisit-elle pour s'impliquer dans cette affaire? Posez-vous cette question. Nous n'avons pas les réponses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est poser des questions. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de nous faire taire. Bref, il semble qu'il essaie vraiment de déplacer les objectifs maintenant. Il est là-bas et des gens me taguent en mode « Eh bien, Macron dit que la France va reconnaître l'État palestinien. » Oh, regardez-moi. Ouais, c'est ça, les gars. Allez, quoi. Maintenant que vous voyez toutes ces personnes faire un virage à 180 degrés en disant qu'elles vont reconnaître la Palestine comme un État, avant tout, Macron a été propulsé dans les rangs par la famille Rothschild. La famille Rothschild a créé l'État d'Israël. Macron n'a absolument aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit que les Rothschild ne veulent pas voir fait. OK, il ne reconnaît pas la Palestine comme un État. Il fait simplement savoir que, eh bien, vous savez quoi? Netanyahou est presque fini. C'est ce qui se passe. Donc, les gens font semblant d'avoir pris une position morale à la toute fin de cette histoire, faisant comme s'ils étaient engagés pour la paix et qu'ils allaient faire ce qu'il faut pour changer la conversation. Non. OK, si vous n'avez pas encore compris, Macron ne contrôle rien du tout. Je veux dire, quand on a demandé à Trump à ce sujet, Macron va même jusqu'à dire qu'il va reconnaître l'État palestinien. Trump a justement dit qu'il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a jamais eu de pouvoir de toute sa vie. OK, il n'en a tout simplement jamais eu. Donc, ne prenez pas cela comme un signe qu'il fait la bonne chose ou que quiconque parle de « Oh, il faut la paix en Palestine et il faut que cela cesse » agit vraiment. Cela signifie que Netanyahou a presque terminé son nettoyage ethnique et qu'ils essaient simplement de sauver la face. Et personne ne veut sauver la face plus qu'Emmanuel Macron qui s'est lancé dans un combat ici aux États-Unis. Cela ne va pas bien se terminer pour lui ou pour son mari. C'est la réalité des choses. Bref, je veux revenir sur certains de vos commentaires ici. Oh, nous sommes presque 80 000 à regarder en direct. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça continue d'arriver par accident? Se pourrait-il que tout le monde autour de vous soit plus ou moins impliqué dans cette affaire, mais que vous soyez surpris à chaque fois? Se pourrait-il que vous ayez choisi Eric uniquement parce que c'est un avocat exceptionnel? Je veux juste voir ce que vous en pensez. D'abord, je vais vous parler de Pure Talk. On vous a déjà dit, si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Ce conseil ne s'applique pas au téléphone, dont la batterie perd de l'autonomie avec le temps. On sait que le processeur ne suit plus et qu'il a été fait tomber un peu trop souvent. En plus, grâce à Pure Talk, votre opérateur téléphonique peut être remplacé en passant chez Pure Talk ce mois-ci. Ils offrent un Samsung Galaxy A36 gratuit avec un forfait éligible à 35 $, soit seulement 35 $ par mois pour appel, SMS, données et un téléphone Samsung gratuit avec écran Gorilla Glass résistant aux rayures et une batterie qui dure toute la journée. Tout cela sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Soutenir des entreprises comme Pure Talk, c'est gagnant-gagnant. Vous économisez en divisant votre facture de téléphone par 2, eux embauchent plus d'Américains et aident plus de vétérans. Pour changer d'opérateur en 10 minutes, allez sur puretalk.com/Owens pour obtenir votre téléphone gratuit aujourd'hui. Encore une fois, puretalk.com/Owens pour passer à mon opérateur sans fil et à celui de l'Amérique, PureTalk. Je vous rappelle aussi rapidement American Financing, car les coûts augmentent effectivement pour tout. L'essence, les courses, les réparations à la maison. Propriétaire, vous avez sûrement pensé à appeler American Financing pour refinancer et rembourser votre dette de carte de crédit, mais vous avez hésité, profitant d'un taux hypothécaire bas. Mais en réalité, ce taux bas ne veut rien dire. Si vous vous noyez dans des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus, il y a des calculs là-dessus que la plupart préfèrent éviter, mais cela leur coûte des milliers de dollars. Voici la vérité. Si vous ne faites que les paiements minimums, cette dette vous suivra des années. C'est pourquoi les gens appellent American Financing pour économiser environ 800 $ par mois en utilisant leur capital et se libérer de la dette de carte de crédit. Vous devez à votre famille de voir ce qui est possible. Aucun frais, aucune pression.
Cela ne vous coûte rien de savoir combien vous pouvez économiser chaque mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 mensualités hypothécaires. Alors n'attendez plus. Appelez American Financing aujourd'hui au 807 95 12 10 ou consultez americanfinancing.net, Owens, americanfinancing.net, Owens. Bon, les gars, voilà le truc. Dans les commentaires, les gens disent qu'ils l'appellent, ils l'appellent vraiment Eric Logger. Je ne plaisante pas. Il ressemble vraiment à un ogre. Il va probablement me poursuivre pour avoir dit ça. Ça va être, c'est de la diffamation. Je ne suis pas un ogre. Je fais juste des choses d'ogre. Voilà le truc, Eric. Je sais que tu regardes. Tu as dit que tu allais enquêter sur moi, mais j'ai enquêté sur toi en premier. Tu ne trouveras rien de tout ça dans mon passé. Alors que tu abandonnes cette théorie ridicule, quoi, je suis arrivé au kilomètre 37 du pèlerinage, et puis, genre, Poutine est apparu. C'est comme, tu es prête pour tes instructions, Candace? C'est l'orthodoxe. Le pèlerinage catholique orthodoxe. Les orthodoxes nous donnent des instructions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous repliez sur vous-même? Vous êtes complètement fou. Vous êtes totalement dérangé. Cela m'intéresse. Ça m'intéresse. Je veux savoir ce qui se passe à Paris, ce qui se passe probablement depuis la Révolution française, à vrai dire. C'est tellement dégoûtant. Et je pense que vous êtes tous malades. Vraiment, c'est mon avis. Je sais que vous ne comprenez pas cette bête qu'est l'Amérique, où l'on peut dire ça quand je peux dire « vous me dégoûtez ». Je peux vous le dire, vous êtes tous une bande de pervers. Toi aussi, Eric. Je crois que vous êtes un pervers. Eric le pervers. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon Dieu, non! Que vas-tu faire ensuite? Poursuivez-moi encore, poursuivez-moi plus durement. Rassemblez 200 pages qui, en réalité, ne sont que des déclarations sorties de leur contexte que j'ai faites. Ils ne publient même pas de déclaration complète. On ne trouve nulle part de phrase complète. C'est juste quelques mots. Et ensuite, ils inventent un peu leurs propres phrases. J'ai hâte d'y être. Je veux te parler de ton intérêt pour ces affaires spécifiques que tu prends en charge et qui se trouvent toutes, par hasard, dans des villes et départements très familiers de France. Bref, passons à certains de vos commentaires. Tout d'abord, nous avons Lové Dové. Lové Dové écrit « J'étais à... » et merci, Lové Dové. C'est une somme énorme que tu viens de nous donner. C'est vraiment très gentil de ta part. J'étais dans des régions de France il y a 1 mois. 90% des locaux à qui je demande pensent que Brigitte est née homme. Ils l'appellent Jean Bri-Bri. Je sais, ils me détestent car j'ai donné de l'ampleur à l'affaire, mais n'oublions pas qu'ils ne poursuivent pas Xavier Poussard en justice. Ma série est basée sur les enquêtes de Xavier Poussard. Et la raison, c'est que cette plainte n'était qu'un coup de communication. Ils essayaient d'arrêter l'affaire en montant une plainte ridicule, m'accusant de toutes sortes de choses que je n'ai pas faites. Tout ça parce que j'ai simplement dit la vérité sur leur passé. Comme là, je viens de vous dire la vérité sur Eric. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous pouvez vérifier ça sur Wikipédia. Je suis désolée que ce soit de ces affaires-là qui l'intéressent. Je ne sais pas. Il s'est vraiment taillé une niche très particulière. Rose Kiesiel, au fait, merci à vous aussi. C'est un don énorme. Que Dieu vous bénisse et que la vérité continue d'éclater au grand jour. Le Christ est roi. En effet, le Christ est roi. Et si tu es un menteur, tu dois détester sa royauté parce qu'elle représente la vérité. Will Wallace écrit « Je suis aussi un sponsor. Je vais te soutenir jusqu'à ce que tu gagnes cette affaire. Nous devons faire savoir au monde entier qu'il ne faut pas embêter les Américains, surtout nos femmes et nos enfants. Merci à vous tous. » Et on a vraiment constaté une nette augmentation des dons. Des gens qui sont comme « Prenez notre argent. Nous voulons vous aider à vous battre dans cette affaire. » Je veux toujours être sûr que si jamais je viens vous dire que je lance un GoFundMe et que j'ai besoin d'argent, c'est que j'en ai vraiment besoin. En ce moment, on regarde et on discute avec des avocats. Nous n'avons pas vraiment besoin d'argent pour l'instant. C'est vraiment le tout début. Je sais que le but est de nous faire souffrir et de faire traîner les choses. Je doute qu'ils veuillent aller jusqu'à la découverte. Je ne pense pas que ça arrivera. Ils vont sûrement juste faire semblant de tuer Brigitte d'abord. Genre, ils vont dire « Oh, Brigitte est décédée à cause du stress. » À cause de ce que Candace a fait. « Oh, plus personne ne peut parler du fait qu'elle est un homme parce que Brigitte n'est plus là. » Vous savez, c'est terrible. C'est ce que je pense. Il est bien plus probable que ce soit la conclusion. J'ai l'impression que c'est bien plus probable qu'ils aillent jusqu'à la phase de découverte, non? Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas, mais c'est mon instinct de toute façon. Oui, je veux dire, évidemment, nous soutenir, s'inscrire sur le site, toutes ces choses-là. Soutenez-nous si vous le souhaitez. J'aimerais aussi vous rendre l'appareil. Rendez-vous sur candaceowens.com pour cela. Vous pouvez adhérer au club de lecture si vous le souhaitez.
C'est incroyable. Nous entamons l'assaut contre la vérité la semaine prochaine. Mais pour vous tous qui donnez, je suis incroyablement chanceux et reconnaissant d'avoir reconnu ce combat. Tim Morgan écrit pour aider à couvrir les frais juridiques. Je t'aime, Candace. 20 $. Merci, Tim. Supprime Steve écrit « J'espère que tu vas donner un coup de pied légal à Brigitte en plein dans ses couilles fantômes. » En fait, non. À mon avis, je ne sais pas s'il a été castré à cause de cette fameuse photo en maillot de bain. Basil Beshkov écrit qu'il mange du fromage. De la contrebande, écrit Zira, ils essaient de frimer, mais ils ne cachent rien, continue. Will écrit, il y a beaucoup de trolls ici. Il ne peut pas y avoir autant de gens à ignorer. Candice doit être des bots Macron. Ouais, dans le chat en direct, il disait « Comment oses-tu discuter de ce qu'Éric Moretti défend courageusement? N'y pense même pas. Ce serait tellement mal de ta part d'en parler. Et tu m'enquêtes? Je vais t'enquêter en retour. J'aime les enquêtes. » À quoi s'attendait-il? Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez. Lucas Lee écrit « J'ai remarqué que mon mari, qui secoue souvent la tête face à mes théories du complot, est absorbé par mon exemplaire de « Devenir Brigitte ». Tu changes vraiment les mentalités, une vérité à la fois. Les amis, je le dis toujours, mais je suis reconnaissante grâce au courage de Natasha Ray, d'Amandine Roy et au travail de Xavier Poussard pour avoir présenté ce trésor de preuves des années de leur vie consacrées à cela. Xavier Poussard et moi, vous savez, on est comme des amis maintenant. Quand cette théorie est sortie à propos des instructions de Poutine lors du pèlerinage en charter, on a tellement ri. J'ai dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Et j'ai eu un appel avec lui ce matin. Et vous savez, on n'a pas fini ici. En fait, tout cela ne fait que m'intéresser encore plus. Et maintenant, le monde entier fait attention. Et je ne veux pas décevoir le monde entier, tout comme tu ne voulais pas décevoir, tu sais, Denis, le pervers. La boussole Gen Z écrit « Que Dieu te bénisse, Canis, pour ta ténacité. » C'est admirable. Les gens regardent depuis le Nigeria. J'adore ça. Des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso luttent contre les médias français et leur propagande. Merci, l'Afrique. Vous êtes toujours là pour veiller. Vous regardez vraiment l'émission. Vous êtes des fidèles depuis un moment. Il faut que j'y aille. Je dois faire une tournée en Afrique. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont révélées ici. Anwar écrit « Macron vient de reconnaître un État palestinien. Ils ont évidemment fait ça pour me distraire de mon reportage. Dis simplement à Macron que tu laisseras son mari tranquille s'ils imposent un cessez-le-feu et apportent de l'aide à Gaza. Ça ne changera rien. Comme je l'ai dit, je pense que tout cela était planifié. Que se passe-t-il à Gaza? Le plan touche presque à sa fin. On a évidemment Netanyahou filmé en train de dire qu'il faut les frapper si fort que les Palestiniens ne puissent pas rentrer chez eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils vont tous faire semblant, y compris Trump. Oh, eh bien, maintenant, il s'agit de « Nous allons instaurer la paix après avoir déjà procédé à un nettoyage ethnique de la région et que, essentiellement, tout ressemble à une démolition contrôlée ici. Maintenant, on va dire que, vous savez, on est prêt à passer à autre chose et qu'on va installer des Israéliens et transformer l'endroit en station balnéaire. Et laissez-moi juste dire ceci. Il nous incombe d'enseigner à nos enfants ce qui s'est passé là-bas. Il nous incombe de ne pas laisser les médias ni leurs manuels scolaires essayer de leur faire croire que ce qui s'est passé en Palestine est à cause du 7 octobre. Nous n'allons pas laisser la mémoire des centaines de milliers de personnes disparues en Palestine être oubliées. C'est maintenant devenu quelque chose qui se transmet de bouche à oreille. Et toute personne qui décidera de passer ses vacances dans cette future station balnéaire que contrôlera Israël, le venin que nous devrions diriger vers un tel individu, ils seront la lie de notre société. Une personne qui investit, qui visite, qui publie une photo d'elle en train de se détendre sur une plage de Gaza désormais contrôlée par Israël, mérite notre venin pour l'éternité. Je suis écœurée rien qu'à penser à cette situation inévitable que nous savons venir. Et c'est nous qui serons en position de juger ces individus comme étant la véritable lie de notre société, parce qu'ils le sont. Ils le sont. C'est la réalité. Enfin, le modérateur Marzi écrit « Brigitte me rappelle Jill Biden et Kamala Harris. Elle a soif de pouvoir et de contrôle sur les masses. C'est un narcissisme effrayant qui met la vie des gens en danger. » Oui, en particulier celle de Macron. Nous allons devoir vendre des articles libérés Emmanuel parce que je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il se fait remettre à sa place par Brigitte dans sa vie.
et nous continuons d'enquêter. Au fait, je veux vous dire ceci à vous tous. Si vous vivez en France, que vous savez quelque chose et que vous souhaitez le partager, vous pouvez nous envoyer un email à tipsycandaceowens.com. Peut-être que votre grand-père ou votre grand-mère est allé à l'école, qu'il ou elle a un annuaire scolaire qui traîne quelque part. Peut-être que vous connaissez quelqu'un d'Amiens qui sait quelque chose et que vous voulez partager une photo. Peut-être que vous avez des informations de fond. Se pourrait-il que ce soit Brigitte? Vous avez vu Jean-Michel Trognot. Peut-être que vous avez servi dans l'armée avec Jean-Michel Trognot qui a un dossier militaire. Peut-être que vous étiez en Algérie quand ils faisaient ce qu'ils font en Algérie. Selon André Gide, il ne s'y passe jamais rien de bon. Pédéraste autoproclamé, dont Macron est apparemment fan puisqu'il a inclus son livre dans son portrait présidentiel. Parce qu'encore une fois, il se moque de nous. C'est comme un sport d'exhibitionniste. Mais oui, envoyez-nous tous vos tuyaux sur candaceowens.com. Wow, cette personne vient de donner $200 sans même donner son nom, juste EVA, et a dit merci. Nous ne bougerons pas d'un pouce. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup à vous tous. Enfin, Mehdi écrit « Candice, je suis marocain et je vis en France. J'aime les valeurs occidentales, la liberté individuelle. Tu es une force formidable pour le bien. » Vous avez raison. Veuillez rester fidèle à vos valeurs. Oh oui, je le ferai. N'oubliez pas, mes valeurs sont inébranlables, ni par un instant, ni par l'argent, et certainement pas par un procès. Et merci encore, Mehdi, car vous venez de donner 70 000 livres sterling. Je veux dire, 70 000, $70, c'est ce que j'allais dire. 70 livres. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain.